Donc, nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Catherine Hudon et Maude Christine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vos horaires sont chargés et que ça a été assez complexe, mais nous sommes plus que choyés de vous avoir avec nous. Donc, Catherine Hudon, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais bon, la majeure partie des gens doivent la connaître, professeure titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, et Maude Christine Chouinard, professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières à l'UDM. Donc, l'objet de la conférence aujourd'hui, c'est vraiment le projet sur l'approche visage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, le projet existe déjà depuis quelques années. Catherine avait lancé ce projet-là pour essayer de mieux comprendre les utilisateurs qui ont des besoins complexes et de manière à mieux les orienter et à faire en sorte que la prise en compte des soins soit mieux intégrée pour faciliter leur accès aux soins, réduire la pression dans les urgences et les autres services et améliorer la qualité des soins qu'ils reçoivent. Donc, je pense que je laisserai la parole à Catherine et à Maude pour nous entretenir sur ce sujet là, dans les prochains 35-40 minutes. Là. Merci beaucoup. Au plaisir, bonne conférence. Oui, merci Denis. Alors, bonjour tout le monde. Je vais d'abord faire un petit test de partage d'écran pour m'assurer que tout est bien fonctionnel. Alors, ça Oui, y est, vous voyez c'est bien bon. mon écran. Parfait. Alors, ça nous fait plaisir de venir vous rencontrer aujourd'hui pour vous parler de la mise en œuvre de l'approche visage. Alors, Maud et moi, on va faire la présentation là, ensemble. Il y a déjà une période de questions qui est prévue à la toute fin. Alors, on va y aller, on va faire la présentation, puis on va vous demander de garder vos questions pour la fin. Ça va nous faire vraiment plaisir. En fait, on a prévu quand même suffisamment de temps, non seulement pour que vous puissiez poser des questions, mais pour qu'on puisse échanger parce que ce genre d'opportunité-là, là, de pouvoir interagir, c'est toujours bien, bien intéressant. Alors, notre présentation aujourd'hui va se structurer autour d'abord des enjeux des personnes qui ont des besoins complexes. En fait, qui est cette clientèle-là? Qu'est-ce qu'ils présentent comme problématique particulière et pour eux et pour le système de santé? On va vous présenter l'approche visage et les impacts, en fait, les évaluations qu'on a fait, comme le mentionnait Denis. Ça fait plus qu'une dizaine d'années là, que Maud et moi travaillons sur l'approche dans différents projets de recherche financés par les IRSC, le FRQS et différents partenaires. On va vous parler des opportunités qui s'offrent pour la mise à l'échelle de l'approche visage, mais également des défis qui sont soulevés quand on passe à la mise à l'échelle. Et comme je le mentionnais, on a prévu une période d'échange pour pouvoir en discuter avec vous. Alors, on va d'abord vous présenter M. Gabriel Saint-Pierre. M. Saint-Pierre, c'est un monsieur de 58 ans. C'est un monsieur, comme on peut le voir, qui a quand même plusieurs problèmes de santé physique. Je ne les nommerai pas tous, là, mais des maladies chroniques assez fréquentes, là, comme du diabète, maladie cardiaque, hypertension, problèmes pulmonaires, etc. C'est un monsieur aussi qui, au niveau de sa santé psychologique, a quand même de l'anxiété qui est légère à modérée, qui se manifeste sous forme de crise de panique. C'est un monsieur qui vit seul, qui a un réseau social quand même assez limité, à part peut-être un peu d'aide de sa sœur, et qui vit avec un revenu autour de 20 000 par année. Alors, malgré le fait que M. Saint-Pierre soit inscrit dans un GMF, qui soit suivi par des spécialistes, il a déjà suivi la clinique de diabète qui était offerte du côté de l'hôpital. Il est quand même allé plusieurs fois, un très grand nombre de fois à l'urgence dans la dernière année pour différentes raisons, tant au niveau de sa santé physique, de sa santé mentale, un mélange des deux, etc. Et il a dû être hospitalisé aussi à quelques reprises. Alors, M. Saint-Pierre, en fait, ce qu'il veut, lui, quand on lui demande un peu, quand on lui pose des questions sur son projet de vie, c'est qu'il veut rester autonome le plus longtemps possible, puis continuer l'emploi qu'il occupe actuellement. Alors, l'exemple de M. Saint-Pierre, en fait, c'est un exemple pour montrer que la santé, c'est bien au-delà d'une absence juste de maladie ou d'infirmité, mais que ça inclut l'ensemble du bien-être physique, mental et social.
Alors, dès qu'il y a une interaction, en fait, soit plusieurs maladies chroniques avec une interaction du côté de la santé mentale et ou un contexte socio-économique plus précaire, ça crée ce qu'on appelle, en fait, ça peut créer ce qu'on appelle des besoins de santé complexes et ça peut s'accompagner aussi d'une utilisation accrue des services de santé. Bien évidemment, il y a une clientèle qui a des besoins complexes, même qui peut être très, très, très vulnérable, qui ne réussit même pas à accéder ou à avoir à consulter dans le système. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser davantage. C'est une problématique qui est très sérieuse aussi, puis qui demande qu'on s'y attarde. Mais aujourd'hui, on va vous parler plus des personnes avec des besoins complexes qui utilisent fréquemment les services de santé. Alors, on sait, la première, c'est une étude canadienne qui nous dit qu'à peu près 10 de la population génère 80 des dépenses en santé. Alors, c'est quand même pas banal. Puis, une étude qu'on a menée avec notre équipe au Québec avec des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec a démontré qu'à peu près 5 des patients généraient 35 des visites à l'urgence, ce qui n'est pas banal non plus. Alors, pour ces personnes-là, ben, ils font face à différents enjeux. D'abord, ils sont plus à risque d'avoir une expérience négative. Souvent, ils trouvent que les gens qu'ils rencontrent sont bien sympathiques, mais de raconter leur histoire à différentes personnes à un moment donné, puis d'avoir une trajectoire de soins un peu désordonnée ou même anarchique, ça diminue leur expérience de soins. Ils ont souvent une qualité de vie moindre, puis un plus haut taux de mortalité. Pour notre système de santé, bien évidemment, les problèmes d'accès puis de coordination, ça peut créer un sentiment d'impuissance de la part des différents professionnels puis des intervenants. Puis bien sûr, une utilisation non efficiente des ressources avec des coûts élevés. Alors, ce n'est pas nécessairement parce que ces gens-là consultent de façon fréquente dans les différents services de santé. Puis la littérature aussi nous a bien démontré que les utilisateurs fréquents de l'urgence, de l'hospitalisation vont être aussi des utilisateurs fréquents de l'ensemble des services, donc des services de première ligne, etc. Alors, ce n'est pas parce qu'ils consultent fréquemment qu'ils ont nécessairement une réponse à leurs besoins. En fait, la problématique, c'est qu'à un moment donné, justement, ce manque de coordination-là entre les différents intervenants fait qu'il y a une mauvaise réponse à leurs besoins. Alors, les impacts de la gestion de cas, c'est pas nous qui avons inventé, parce que l'approche visage, comme on va le présenter, Maud Christine va vous la présenter dans les prochaines diapositives, c'est pas nous qui avons inventé la gestion de cas, c'était déjà une intervention là, qui existait, qui avait déjà été évaluée dans la littérature, puis qui avait eu différentes études qui avaient été faites, là, qui étaient quand même assez concluantes. Mais par contre, c'était très, très peu opérationnel. Alors, les études décrivaient peu les interventions, c'était pas toujours fait de la même façon et un gestionnaire de cas ou un intervenant pivot qui voulait faire de la gestion de cas, en fait, c'était plus ou moins décrit dans la littérature. Alors, c'est beaucoup là-dessus, nous, qu'on a développé là, la boîte à outils qu'on va vous présenter aussi un petit peu plus loin. Puis nos propres études au fil des années ont documenté, on va vous le montrer aussi plus loin, là, mais très brièvement ici, une amélioration du sentiment de sécurité puis d'expérience d'intégration des services, une diminution de la détresse psychologique, puis une amélioration de la santé à moyen et long terme. Puis pour le système, ben, en fait, les effets pour la personne sont traduits par une amélioration de la coordination dans le système de santé, puis une meilleure utilisation des ressources. Alors, je vais passer la parole à Maud Christine qui va vous présenter en fait l'approche visage. Merci Catherine. Donc, pour nous, l'approche visage, c'est une innovation organisationnelle pour les personnes qui ont des besoins complexes. Catherine a quand même bien expliqué cette notion-là, qui se décline autour de trois grands volets. On parle de gestionnaire de cas en établissement, donc ça veut dire au sein des CIUS et des CIS, des centres de santé et des services sociaux. Et on parle aussi d'un professionnel pratiquant l'intervention pivot qui, eux, sont situés davantage en première ligne au sein des GMF ou des cliniques médicales dans les CLSC. On parle aussi d'appliquer des bonnes pratiques et de suivre des indicateurs pour voir les résultats de cette approche-là, avec des visées d'améliorer l'accessibilité pour les personnes, l'intégration des services, l'expérience des patients,
ultimement la santé, puis aussi tous les problèmes que Catherine a soulevés tout à l'heure. Quand on parle de l'approche visage, c'est sûr que pour intervenir auprès des personnes, on parle d'une approche centrée sur le projet de vie et l'expérience de chaque personne. On parle que c'est complémentaire aux trajectoires et programmes existants. On sait qu'il y a déjà des programmes qui sont offerts au sein des établissements, mais que l'approche visage se veut un plus pour essayer d'avoir une meilleure intégration des services. Et c'est sûr que ça se fait avec la collaboration interprofessionnelle et intersectorielle de plein de partenaires, chose que j'ai oublié de mentionner ici. Dans le schéma qui est illustré ici, c'est les organismes communautaires aussi qui sont essentiels dans l'accompagnement pour les personnes qui ont des besoins de santé complexes. Donc, en regardant, en examinant la littérature au sein de nos équipes, on a, comme Catherine le dit, c'était pas tant opérationnalisé, mais il y a quand même des éléments qui se dégageaient. Donc, pour nous, la gestion de cas et l'intervention pivot suit c'est pas des étapes, mais il y a des étapes importantes qui sont à mettre en place auprès de la personne. Évaluer les besoins, la première, c'est évaluer les besoins, les préférences et les priorités de la personne, c'est essentiel. Une chose aussi essentielle, c'est l'élaboration et le suivi d'un plan de service individualisé qui part du plan de vie de la personne et des besoins et préférences qu'on a évalués à la première étape. Suite à l'élaboration de ce plan de service individualisé, il y a une coordination de services qui doit être faite et une aide auprès de la personne pour sa navigation au sein des différents services, programmes et professionnels dont elle a besoin. Puis tout au long de ce parcours-là, c'est sûr que les personnes, compte tenu de leurs besoins de santé complexe, ont besoin d'éducation et de soutien à l'autogestion. Donc, on parle, nous, de deux rôles, le rôle de gestionnaire de cas et celui de professionnel pratiquant l'intervention pivot. Ce qui les distingue, c'est le niveau de complexité des besoins de la clientèle et aussi le fait pour la personne d'être rattachée ou non à un médecin de famille au sein d'un GMF dans lequel il y a une équipe interdisciplinaire là, qui peut intégrer l'approche. Donc, dans le cas du gestionnaire de cas, il se situe plus dans l'établissement, le CIUS ou le CIS. C'est un poste dédié, donc qui fait à temps plein pour suivre les gens qui ont soit des besoins très complexes ou encore des besoins complexes, mais comme je viens de le dire, ils ne sont pas rattachés à un médecin de famille dont la clinique peut offrir l'approche visage. La portée de la coordination, on parle de besoins très complexes, donc ça touche plusieurs programmes de l'établissement, il y a plusieurs partenaires intersectoriels, on peut même parler de secteurs qui sont en dehors de la santé ou des services sociaux. Puis, c'est sûr que le partenariat avec la personne et ses proches est là tout au long de l'approche. Pour le professionnel pratiquant l'intervention pivot, on est toujours pour des personnes qui ont des besoins de santé complexes, mais cette fois-ci, puisqu'il y a une proximité avec le médecin de famille dans une clinique, un GMF, par exemple, avec les ressources professionnelles qui sont là également. Et on croit que le fait de faire l'intervention de l'approche visage dans les milieux de première ligne, c'est une plus-value pour s'assurer d'un arrimage et d'une intégration pour les personnes. On parle d'une tâche intégrée, puisque les professionnels qui sont appelés à faire ce rôle-là peuvent être des infirmières ou des travailleurs sociaux qui continuent leur rôle professionnel, mais qui assurent aussi une prise en charge de certains patients au sein de la clinique qui ont des besoins complexes. On va alors interpeller plusieurs partenaires en première ligne, les professionnels de la clinique ou encore de proximité, avec parfois quelques partenaires du CIUS ou du CIS. L'approche visage, bien, on s'est inspiré de différents documents. Il y a notamment le Réseau national des gestionnaires de cas du Canada qui, il y a plus une dizaine d'années, avait proposé les compétences qui sont essentielles pour exercer le rôle de gestionnaire de cas et d'intervenant pivot. Je ne les passerai pas tous, mais c'est sûr que on s'attend à des habilités de communication, d'aide à la navigation pour les personnes, de défenseurs aussi des droits des personnes pour effectuer l'approche visage.
Aussi, Catherine va tout à l'heure vous présenter les évidences, les résultats qu'on a eus dans nos différentes recherches, mais on a eu la chance de faire une synthèse réaliste là, assez récemment, il y a peut-être 3 ou 4 ans, pour voir qu'est-ce qui étaient les ingrédients clés de l'approche visage pour réussir à, à, à mettre ensemble les efforts des différents professionnels, mais aussi engager la personne dans l'approche. Puis, en regardant différents écrits, on a cherché les mécanismes, là, mais ici, on a appelé ça principe d'intervention. Et c'est sûr qu'une clé, c'est de développer une relation de confiance avec la personne. On sait que c'est des personnes qui ont eu recours aux services de santé et qui ont parfois vécu des services pas optimaux et certaines désaffiliations des services de santé. Donc, le gestionnaire de cas, l'intervenant pivot, a un rôle essentiel pour développer la relation de confiance avec la personne. Un élément essentiel aussi, c'est de l'engager la personne dans l'approche, de lui parler de qu'est-ce qu'on vise, comment on veut travailler avec elle et comment on veut partir de son projet de vie et de ses besoins. Puis les professionnels là, qui ont à exercer le rôle de gestionnaire de cas ou d'intervenant pivot ont besoin aussi de s'engager pleinement dans l'approche et c'est ce qui prédisait les meilleurs résultats, mais on aura la chance peut-être d'en reparler. L'approche visage, dans les dernières années, le ministère a travaillé à mettre en place la plateforme SARC, qui est le système d'alerte informatisé pour repérer le repérage de clientèle. Donc, dans la mise en œuvre de l'approche visage dans les établissements du Québec, on vise à utiliser, on va s'appuyer sur la plateforme SARC qui met en commun les systèmes d'information clinique qui sont nommés ici, là, et pour avoir, ce que ça permet, c'est d'identifier en temps réel les personnes répondant à certains critères quand on interroge le système. Et nous, c'est sûr que ce qu'on veut identifier, c'est les personnes qui ont une grande utilisation des services d'urgence. Les renseignements qu'on peut obtenir avec ça, bien, ça nous permet de voir l'utilisation de suivre l'utilisation des services pour ces personnes-là, puis aussi de voir les services dont elles bénéficient. On a travaillé aussi avec le ministère à développer, à penser à des tableaux de bord et des indicateurs aussi de suivi de la mise à l'échelle de l'approche visage qui pourrait informer à la fois les équipes cliniques, les gestionnaires des établissements, ainsi que le ministère là, de comment se passe ce déploiement-là au sein du système de santé et de services sociaux. Bon, ici, c'est sûr que c'est un tableau un peu trop complexe pour que j'entre dans les détails, mais vous voyez qu'on essayé de voir, de mettre clairement le logigramme de comment une personne qui est identifiée comme ayant une utilisation accrue des services d'urgence va être identifiée en haut à gauche et par le gestionnaire d'établissement, mais que dépendamment de sa situation, s'il y a des besoins très complexes ou complexes, s'il est inscrit auprès d'un médecin de famille ou il y a des intervenants de première ligne qui peuvent mettre en pratique l'approche, la personne va être soit orientée, suivie par le gestionnaire de cas ou encore l'intervenant pivot. Puis, ce qui est illustré, là, étape 1, étape 2, étape 3, c'est les étapes qu'on a explicitées dans le standard de soins qui est associé à l'approche visage. Je n'irai pas tellement plus en détail, mais vous voyez qu'on essayait de clarifier là, le cheminement qu'une personne peut avoir à partir du moment où elle est identifiée dans le système d'information clinique. Au fil des ans, avec nos partenaires qui étaient à la fois des patients partenaires, des chercheurs qui nous accompagnaient, des équipes cliniques, beaucoup de cliniciens dans différents établissements. Récemment, on a eu la chance de faire une implantation pilote au CIUS du nord de l'île de Montréal ainsi qu'au CIUS de l'Outaouais. Tout ça, ça nous a permis au fil de ces travaux-là, de mettre au point des outils qui vont nous permettre d'assurer la mise à l'échelle de l'approche visage, notamment une formation qui est une formation web autoportante qui va être offerte bientôt sur le système d'apprentissage du ministère, l'ENA. On a des outils cliniques, le standard de soins qui décrit l'approche, des outils pour dépister les besoins complexes, qui est Connexis, des outils pour confirmer les besoins complexes, Portrait 10, un questionnaire d'évaluation avec 10 questions, différents outils promotionnels et des outils pour accompagner les personnes tout au long de l'approche visage.
Il est prévu, on a aussi travaillé dans les différents projets au fil des ans avec des communautés de pratique et c'est ce qu'on pense mettre en application là, quand il va y avoir la mise à l'échelle de l'approche visage. Si vous voulez en apprendre plus sur les travaux de recherche que Catherine va décrire juste après ou encore les outils, il y a le site Internet Visage. On a aussi travaillé sur des capsules et des podcasts pour les autres partenaires du réseau. Puis actuellement, on travaille étroitement avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour finaliser un guide d'implantation pour la mise à l'échelle dans les établissements de la province. Et un bon défi, comme vous savez sûrement, c'est la gestion du changement. Puis avec le ministère, on a la chance de travailler avec une équipe des HEC, notamment Denis Chaînevert, excusez-moi, Alain Rondeau et Vanessa Fayolle. Je crois qu'ils sont possiblement avec nous aujourd'hui. Donc, eux nous accompagnent aussi dans la gestion du changement au sein des établissements et dans les équipes cliniques. Je reviens sur la situation de M. Saint-Pierre. J'ai dit que l'approche visage était centrée sur la personne et sur son projet de vie. M. Saint-Pierre nous a quand même dit rapidement, quand son suivi a été amorcé, que ce qu'il voulait, c'est rester autonome et conserver son emploi le plus longtemps possible. Il y a un petit emploi dans un commerce et ça lui apporte une grande satisfaction, une certaine socialisation. Donc, il y a un plan de service qui a été fait après l'évaluation par le gestionnaire de cas qui a déterminé certains, avec M. Saint-Pierre, des besoins, puis des choses qui ont été convenues avec lui en fonction de ce qu'on pouvait lui offrir. Notamment, il y avait des enjeux par rapport à l'adhérence à sa médication. Il y avait parfois des hypotensions probablement reliées à sa médication. On voulait lui offrir du soutien à l'autogestion. Et sa sœur était là aussi, bien prête à offrir de l'aide. Il y a des choses que M. Saint-Pierre ne voulait pas s'engager immédiatement. Il préférait réfléchir, comme utiliser l'aide d'un organisme d'aide au métier à l'emploi, malgré qu'il voulait conserver son emploi. Ça touchait plusieurs partenaires. Après un mois, bien, même si on travaille tous de concert, le fait de développer un plan de service avec la personne, bien, il reste toujours qu'il peut y avoir des enjeux et qu'il faut assurer un suivi. Et ça c'est le rôle de gestionnaire de cas en collaboration avec les équipes cliniques. Donc, après un mois, M. Saint-Pierre avait encore certains problèmes d'adhérence. On a proposé de s'arrimer à la pharmacie communautaire pour faciliter ça. C'est sûr qu'avec les échanges au M. Saint-Pierre, il a commencé à avoir une suspicion d'un retard mental léger par le médecin, par les intervenants, et ça pouvait peut-être expliquer bien des choses. Donc, on a jugé, et M. Saint-Pierre était bien prêt à ça, que c'était souhaitable de faire une évaluation neuropsychologique. M. Saint-Pierre était prêt à poursuivre et à continuer avec les services. Puis, à 3 mois, bien, on voit qu'il y a eu encore une utilisation des services, mais il est allé 2 fois à l'urgence et cela l'a amené à s'absenter de son travail, ce qu'il ne désire vraiment pas. Et on a pu repenser les services en fonction de ses besoins et c'est ça, comme par exemple, il était prêt à s'engager auprès de l'organisme de maintien en emploi. Puis, il a choisi aussi d'avoir l'accompagnement de la travailleuse sociale du CLSC. Voilà, donc on est sur la voie pour M. Saint-Pierre. Bon, merci, mon Christine. Alors, c'est sûr qu'au niveau des évidences, résumé plus que 10 ans d'études, de recherche, on va vous épargner quand même quelques détails. Là. On va aller à quelques études qu'on trouve peut-être un peu plus parlantes à vous présenter aujourd'hui. Alors, celle-ci, en fait, c'était pour démontrer, c'est à l'intérieur d'une analyse d'implantation, c'était une étude de cas avec différents types de données. Alors, il n'y avait pas juste des données quantitatives. Il faut toujours être prudent quand on interprète un graphique comme celui-là de façon isolée, mais on peut quand même voir une tendance assez intéressante
En fait, ce qu'on suit, la ligne orange puis la ligne verte, c'est le nombre de grands utilisateurs à l'intérieur d'un établissement, c'est-à-dire des personnes qui ont eu 6 visites ou plus à l'urgence. Dans un établissement, la ligne orange, c'est 100 gestionnaires de cas, puis dans la ligne verte, c'est avec un programme de gestion de cas. Alors, on voit que quand il n'y a pas de problème de gestion de cas, il y avait une tendance à la hausse, alors que dans l'établissement avec gestion de cas, il y avait une diminution quand même significative du nombre de grands utilisateurs. Sur 3 ans, c'était presque une diminution de presque la moitié. On a fait également une étude, un essai clinique randomisé pour l'intervenant pivot en GMF qui a démontré qu'il y avait une diminution de la détresse psychologique pour le groupe qui avait reçu l'intervention. Au niveau, on a fait des études qualitatives aussi où les gens nous ont bien, puis ça, on a trouvé ça intéressant parce que c'est revenu à plusieurs reprises, où les gens nous parlaient d'un sentiment de sécurité, le fait de savoir qu'il y avait une personne à qui ils pouvaient, une personne qui pouvait rejoindre quand même assez facilement de façon prioritaire, c'est-à-dire leur intervenant pivot, et ça les rassurait beaucoup. De leur côté, les gestionnaires de cas soulevaient que le soutien à l'autogestion est une partie importante de l'intervention et que c'était, comme Maud Christine nous l'a expliqué tout à l'heure, que l'engagement des usagers, c'est une partie qui était très importante pour qui facilitait l'atteinte de leurs objectifs et un meilleur sentiment de contrôle sur leur santé. On a également le papier de gauche, c'était une étude qualitative, en fait, avec l'essai clinique randomisé. Il y avait aussi une étude qualitative qui a documenté une amélioration là, de l'expérience d'intégration des soins de la part des usagers et de leur famille. Et l'article de droite, en fait, c'est l'article de développement puis de validation de l'outil Connexis, qui est un outil assez simple de 6 questions, oui ou non, pour dépister ou pour repérer les besoins complexes pour des patients à partir du moment où les patients sont allés 3 fois à l'urgence ou plus dans Maud Christine nous a présenté tout à l'heure les résultats de la synthèse réaliste, en fait, qui visait à développer une théorie de programme là, qui a mis en relief les 3 éléments clés qui avaient été mentionnés, qui étaient la relation de confiance et l'engagement à la fois des patients et des professionnels. Puis on a développé aussi un modèle logique un petit peu plus opérationnel pour les établissements qui déploient des programmes de gestion de cas. Enfin, ce papier-ci, c'est vraiment un papier qui était une étude de cas aussi sur le déploiement du modèle complet de gestionnaire de cas et d'intervenants pivots et qui a vraiment bien documenté là, que mieux le programme s'implantait et plus les résultats étaient positifs. Alors, on a beaucoup parlé de mise à l'échelle et tout ça. En fait, on est en interaction avec le ministère actuellement pour préparer la mise à l'échelle. Alors, on se base sur les 4 étapes qui sont suggérées par Milat et collaborateurs, là, qui sont, évaluer les effets de l'intervention avant la mise à l'échelle. Je viens de présenter quand même un certain nombre de projets qui ont été faits au courant de la dernière décennie. Maud Christine a parlé aussi d'un projet pilote dans 2 établissements en préparation à la mise à l'échelle. On vient tout juste de terminer ce projet pilote-là. On est en train de finaliser le rapport. Alors, on est vraiment en train de développer le plan de mise à l'échelle et de préparer la mise à l'échelle avant la mise en œuvre. Alors, quand on parle de mise à l'échelle de stratégie provinciale, en fait, puis c'est un peu là, je pense que on travaille, comme on disait, avec l'équipe de Denis au HEC pour tout ce qui est plus de la gestion du changement, mais il y a quand même une expertise fort pertinente là, du côté des HEC pour ce qui est de toute la préparation. Alors, bien sûr, la création d'un comité de pilotage, j'en parlais du développement d'un plan de mise à l'échelle. Alors, qui comprend l'identification, la mobilisation des parties prenantes. Alors, c'est une étape qui est en cours. Puis quand on parle de parties prenantes, je pense qu'on voit bien là, quand on explique l'intervention, que c'est une intervention qui touche plusieurs niveaux, en fait, presque toutes les directions d'un établissement, qui va toucher le réseau communautaire, qui va toucher
les ressources médicales, qui va toucher les ressources professionnelles, qui va toucher... Alors, les parties prenantes sont nombreuses. C'est bien important de prendre le temps là, de les rencontrer puis de bien expliquer le projet. La planification des ressources requises, c'est toutes des choses puis des calculs qu'on a déjà faits au niveau des ressources humaines, financières, technologiques. Maud Christine a parlé de la plateforme SARC tout à l'heure, puis de ce que ça prenait au niveau technologique là, pour être capable de faire... En fait, l'idée, c'est de vraiment développer une plateforme puis un tableau de bord qui va permettre aux gestionnaires de cas de faire un suivi et d'investir leurs ressources, d'investir leur temps à faire de la gestion de cas et non juste à gérer là, des listes de grands utilisateurs, parce que ce qu'on s'est rendu compte dans nos premiers projets, puis même dans les projets pilotes, c'est que toute cette partie-là de juste avoir accès aux données, souvent, c'était quand même assez fastidieux. Bien sûr, dans un contexte où les ressources humaines il y a une pénurie de ressources humaines, alors c'est important de bien réfléchir à ce contexte-là. Et bien sûr, les ressources financières, alors on est en discussion actuellement, puis il y a une réflexion là, pour voir la possibilité d'ajouter des ressources humaines pour la gestion de cas. Alors, la création d'une communauté de pratiques organisationnelles, on va probablement s'insérer à l'intérieur d'une communauté qui est déjà existante au niveau du ministère là, avec les différents établissements. La préparation de la gestion du changement, on va y revenir, puis le développement de mécanismes de suivi d'indicateurs. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a présenté le logigramme tout à l'heure, il y a un standard de soins, tout ça. On essaie de rattacher le mieux possible les indicateurs de suivi pour faciliter le travail des gestionnaires de cas, des intervenants pivots. Puis, pour qu'au fil du temps, il y a une possibilité là, pour les différentes personnes impliquées, que ce soit les gestionnaires de cas, que ce soit les gestionnaires ou même le ministère, d'avoir une bonne idée là, de ce qui se passe dans une perspective toujours d'amélioration continue du programme. Alors, au niveau local, c'est-à-dire au niveau des établissements, notre guide d'implantation est structuré autour de 4 étapes aussi. La première, c'est explorer, mobiliser. La deuxième, c'est préparer. La troisième, c'est mettre en œuvre. Et la quatrième, c'est suivre et pérenniser. Alors, explorer, mobiliser, dans le fond, c'est ces différentes étapes pour s'assurer d'un processus efficace de gestion du changement. On ne rentrera pas dans les détails là-dessus aujourd'hui, mais bon, dans les différents exemples, c'est d'avoir un bon plan de communication, par exemple, de bien comprendre. Il y a déjà certains établissements qui ont amorcé ou qui ont des programmes de gestion de cas qui sont en cours ou qui ont déjà eu des programmes. Alors, de savoir qu'est-ce que les gens font actuellement, puis comment le changement proposé peut s'intégrer à l'intérieur de ce qui est déjà fait. Alors, pour ne nommer que quelques exemples, il y a tous les enjeux de gouvernance aussi. On s'est rendu compte dans les projets pilotes puis dans tous les projets qu'on a fait jusqu'à présent que l'organisation de la gouvernance, où on positionne les gestionnaires de cas, il faut que ces gestionnaires de cas-là puissent rapidement il faut signaler à haut niveau s'il y a des problématiques là, pour des critères, par exemple, pour être acceptés dans un programme ou des choses comme ça. Alors, il faut que les gestionnaires de cas soient légitimés, qu'ils puissent faire monter l'information rapidement, que les changements puissent être discutés en comité interdirectionnel, etc. Donc, toute la partie là, de gouvernance est très importante. La collaboration au niveau d'un plan de déploiement. Je ne rentrerai pas nécessairement dans tous les détails de ça maintenant. On pourra en discuter si vous avez des questions. Puis toutes les stratégies de mobilisation et d'information des parties prenantes à l'intérieur des établissements également. Alors, préparer, on suggère à l'intérieur du guide, puis c'est toujours des suggestions. Alors, si les établissements ont déjà des outils de gestion de projet qu'ils veulent utiliser, il y a possibilité de le faire. Mais on suggère toujours, on a toujours des exemples d'outils de gestion de projet qui ont été utilisés dans des projets antérieurs. On suggère aussi d'organiser, de tenir des rencontres du comité opérationnel à l'intérieur de l'établissement. On suggère différents outils pour l'embauche des gestionnaires de cas, pour le repérage des personnes qui utilisent fréquemment les services de santé. Puis, en fait, dans une mise à l'échelle, éventuellement, ça se ferait en 2 étapes, c'est-à-dire que les gestionnaires de cas seraient d'abord déployés, puis ensuite, les intervenants pivots dans les cliniques de première ligne pour différentes raisons. On s'est rendu compte que quand il y a des gestionnaires de cas qui sont bien appropriés leur rôle au niveau des établissements, c'est très facilitant pour appuyer le développement des capacités à l'intérieur des cliniques de première ligne.
Et il y a encore quelques étapes à franchir au niveau des guides de GMF, là, c'est pas des guides que ça s'appelle, il y a un titre puis qui ne me vient pas actuellement, mais le plan GMF, là, il y a des ajustements à faire pour introduire le rôle d'intervenant pivot, entre autres, et différentes stratégies pour assurer le suivi puis la pérennisation. Alors, mettre en œuvre le changement, en fait, l'accompagnement au changement revient aux différentes étapes. Les outils cliniques, c'est là que les outils de compétences de formation, les outils cliniques et tout ça sont très utiles. Les standards de soins, on a aussi, évidemment, il peut y avoir un paquet de situations qui sont très particulières. Alors, on a quelques exemples là, qui ont déjà été rencontrés. Et finalement, suivre et pérenniser, c'est là que le suivi d'indicateurs devient particulièrement pertinent. De bonifier les stratégies de pérennisation, alors de réfléchir à une mise à l'échelle par étapes pour permettre de l'amélioration continue des différents processus et finalement de l'information nécessaire là, à une certaine reddition de compte. Alors, ça fait beaucoup d'informations, bien sûr. Comme on disait, j'achève la présentation, alors ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On peut se rendre compte d'ores et déjà que quand on parle d'approche visage, de mise à l'échelle, tout ça, ça soulève plusieurs opportunités, mais également des défis. Alors, on trouvait important peut-être d'en aborder quelques-uns aujourd'hui. Alors bon, je pense que les opportunités, on les a bien présentées. Des opportunités de diminuer une utilisation là, récurrente de visites à l'urgence, d'améliorer la satisfaction, d'améliorer les capacités d'autogestion. Il y a des opportunités de soins est faite avec le plan de service en améliorant la gouvernance, tout ça, d'améliorer la communication, la collaboration de plusieurs professionnels à l'intérieur du réseau, puis avec le milieu communautaire également. Alors, la mise en place de solutions novatrices, tout ça a été développé sur les données probantes. Alors, évidemment, c'est basé là, sur les meilleures pratiques et aussi des opportunités pour des professionnels de développer des compétences de leadership parce que les gestionnaires de cas à l'intérieur des établissements, quand même, ont un rôle là, important là, de leadership. Alors, ça peut être très attrayant, très intéressant pour des professionnels. On ne l'a pas mentionné, mais les professionnels, à la fois pour la gestion de cas et l'intervention pivot, ça peut être des infirmières, ça peut être des travailleurs sociaux, ça pourrait être d'autres professionnels aussi, en fonction, bien sûr, là, de l'intérêt de ces professionnels. Alors, les défis, j'ai déjà mentionné la gouvernance, la structure de gouvernance. Alors, on réfléchit à ça comme il faut avec l'équipe de Denis. Et il va probablement y avoir, même pour les premières vagues d'implantation, puis même probablement pour la suite aussi un accompagnement un peu plus individualisé pour s'assurer là, de bien s'adapter à chaque réalité parce qu'on sait que les établissements ont des structures qui diffèrent d'un établissement à l'autre. Le roulement de personnel, la surcharge de travail, ça, c'est, je pense qu'on pourrait mettre celui-là en gras puis souligner en rouge, là. On est dans des années post-pandémiques là, où c'est vraiment criant dans le système actuellement. On est bien conscient de ça et on est conscient, en fait, à terme, l'approche peut aider quand même là, à diminuer la surcharge et améliorer pour le manque d'effectifs, mais on sait qu'il y a une période de transition à prévoir le temps que les établissements s'approprient l'approche, qu'il faut en tenir compte. Alors, évidemment, ça fait partie de la planification. Puis, bien sûr, on parlait de ressources financières. C'est en réflexion là, avec le ministère actuellement. Alors, la mobilisation des équipes pour légitimer le rôle des gestionnaires de cas, des intervenants pivots, dépendamment de la réalité là, de chaque étage au niveau de la gestion, il y a des réalités là, qu'il faut tenir compte. Alors, avec les projets qu'on a fait antérieurement, bien sûr, on a déjà été sensibilisés là, à plusieurs enjeux et on va aussi les travailler avec l'équipe de HEC. L'accès à l'information et aux données, comme on le mentionnait, la plateforme, avoir accès assez facilement, un tableau de bord, etc., ça aussi, c'est en travail actuellement avec l'équipe de techno au ministère.
Et les personnes avec des besoins complexes peuvent être parfois difficiles à rejoindre, peuvent avoir des réticences à s'engager dans l'approche, peuvent être très vulnérables. En fait, ça vient toucher, puis on ne l'a pas mentionné aussi, c'était pas l'exemple nécessairement là, de M. Saint-Pierre, mais toutes les personnes qui sont itinérantes, qui sont dans des situations là, de dépendance et tout ça. Alors, on travaille aussi en interaction. En fait, l'idée, c'est avec l'approche, on ne veut pas dédoubler des services qui existent déjà ou qui vont être mis en place, mais il va y avoir des interactions, bien sûr, entre les gestionnaires de cas et ces différentes équipes-là pour s'assurer de bien rejoindre les clientèles qui sont vraiment plus vulnérables. Alors, en conclusion, il y a une opportunité, en fait, c'est un grand défi qui est devant nous. En même temps, on sent quand même là, qu'on a les assises assez solides de plus en plus, qu'on est bien entouré, que les partenaires autour de la table pour aller de l'avant. C'est une belle opportunité pour réfléchir, entre autres, à la gestion du changement là, à travers cette transformation-là. Et on a posé différentes questions ici, mais on va peut-être ouvrir et vous laisser la chance de poser vos questions. Et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Alors, merci beaucoup. Je vais arrêter mon partage d'écran là-dessus. Et voilà. Merci beaucoup, Catherine et Marie-Christine. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je pense que vous avez fait le tour des principaux éléments de cette approche. J'ouvrirai la discussion. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez lever la main virtuellement ou si jamais on vous voit physiquement, vous pouvez lever la main physiquement. Donc, Annick Jobin. Oui, bonjour. Premièrement, c'est une super belle présentation résumée 10 ans de travaux. C'est pas évident, puis c'est un bijou super précieux que vous livrez au réseau. J'ai une curiosité, puis je ne sais pas si avec l'expérience que vous avez eue, vous avez pu apprécier ces impacts-là. Avez-vous l'impression qu'avec l'implantation de la gestion de cas, ça l'amène dans les établissements concernés un certain changement de culture dans la façon dont on livre les soins et services? Puis l'autre impact qui est aussi à plus long terme, c'est peut-être de voir est-ce que les gestionnaires de cas restent toujours avec le même caseload de charge de cas ou il y a un phénomène d'empowerment où on arrive à, je vais dire, fermer un épisode de service de gestionnaire de cas pour répondre à des besoins d'autres usagers? Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, Mme Jobin, qui vous êtes? Oui, certainement. Je m'excuse. Je suis Annick Jobin. Je suis conseillère cadre à l'innovation aussi de la Montérégie-Ouest. Merci. Bien, merci pour votre question. Je vais peut-être répondre à la première partie puis laisser Maud Christine répondre là, pour la partie de la charge des cas. Alors, c'est sûr, c'est super intéressant de parler de culture parce qu'effectivement, ce qu'on a observé jusqu'à présent, en fait, avec les établissements, parce que on ne l'a pas mentionné, là, mais évidemment, cette dizaine d'années-là de projets, ça s'est fait toujours dans des établissements avec différents partenaires là, dans le réseau de la santé. Puis ce qu'on a observé, c'est que les établissements qui voulaient aller de l'avant, qui avaient de la motivation, ça allait avec cette culture-là de projet de vie du patient, de travailler plus ensemble, de mieux répondre aux besoins. Alors, moi, je dirais en fait, puis après ça, c'est quoi la poule et c'est quoi l'œuf? Mon hypothèse, c'est que c'est sûr que les établissements jusqu'à présent qui ont eu du leadership puis qui ont souhaité aller dans ce sens-là, avaient déjà commencé soit avaient déjà cette culture-là ou avaient déjà amorcé un virage au niveau de la culture. Puis probablement que le fait d'aller plus en profondeur, de continuer, d'avancer, etc., ça vient peut-être consolider encore ce changement de culture-là. C'est sûr que, quand on parle de mise à l'échelle, éventuellement, il va peut-être avoir certains établissements qui ont une petite réserve ou qui ont des enjeux un peu plus ou pour qui ce changement de culture-là est peut-être un peu moins amorcé ou plus à venir. Alors, oui, probablement que ça ira, mais c'est clair qu'on ne peut pas parler d'une approche comme celle-là sans parler de la culture qui va avec, qui est vraiment une culture de se dire... c'est des gens qui ont des très grands besoins pour qui, même si tout le monde est bien intentionné, jusqu'à présent, malheureusement, on ne réussit pas à bien répondre à leurs besoins. Alors, il faut se remettre vraiment
dans un paradigme là, de réponse aux besoins de l'usager, quitte à faire du sur-mesure puis à changer des programmes de critères si nécessaire. Fait que merci pour cette question-là de culture. C'est vraiment une super bonne question. Je vais laisser à Maud Christine le soin de répondre là, à la deuxième partie de la question. Bien, effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant. On sait qu'il y a une certaine charge de cas, on va dire caseload, là, qu'un gestionnaire de cas ou un intervenant pivot peut prendre. On sait que quand l'approche s'amorce, il y a une grosse vague, là, il y a plusieurs grands utilisateurs qui sont à prendre en charge. Puis on l'a soulevé. On va commencer avec les gestionnaires. La mise à l'échelle va commencer avec la mise en place des gestionnaires de cas. Après ça, dans un deuxième temps, il va y avoir les intervenants pivots dans les GMF. Donc, c'est quand toutes ces structures-là vont bien fonctionner là, qu'on pense qu'on va y parvenir, mais ça va être graduel. Je vous dirais qu'on a fait des estimés pour savoir en fonction du nombre de grands utilisateurs, du nombre de la taille de la population de chacun des CIUS et des CIS, en fonction aussi des niveaux de défavorisation. On est en train d'estimer combien ça prendrait gestionnaire de cas, mais c'est pas vrai qu'à l'année 1, une équipe de gestionnaire de cas, ça va être sûrement plus qu'un, dépendamment des défis qui sont associés au territoire du CIUS ou du CIS, et que tous les grands utilisateurs. Mais à partir du moment quand même où les processus, il y a une courbe d'apprentissage, les processus commencent à débloquer. On a des comités qui examinent les enjeux qui sont associés à ces personnes-là pour toutes sortes de raisons. On essaie de faciliter les trajectoires de service. La courbe va incliner là, un peu comme dans le graphique là, qui a été présenté au niveau des évidences. Mais c'est sûr que dépendamment de la liste de grands utilisateurs d'un établissement, là, c'est quelque chose qui va se faire graduellement là, pour atteindre un certain plateau. Puis, c'est ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est des éléments qu'on cherche, qu'on travaille activement à répondre parce qu'on s'attend d'avoir ces questions-là quand on va arriver. On les a déjà eues aussi, des établissements. Donc, ça nous a amené Oui. Même, Aude, en fait, peut-être juste aussi pour compléter, habituellement, un gestionnaire de cas va suivre la même personne sur à peu près 1 an. Normalement, au bout d'1 an, il y a un certain roulement. Ça peut aller un petit peu plus vite que ça. Il y a des situations, des fois, qui peuvent vraiment se dénouer plus rapidement. Alors oui, ce n'est pas un caseload à vie, c'est un certain nombre. Puis quand on parle de caseload, les données, tout ça, la littérature nous dit à peu près autour d'une 30aine, mais comme le dit Maud Christine, on essaie d'être un petit peu plus précis que ça, nous autres, sur 30, mais à quel stade de suivi là, dans le logigramme. Alors, mais oui, il y a un certain... c'est pour une durée déterminée de temps. Là. Super, ça répond exactement à mes questions. Merci beaucoup. Autre question parmi les gens qui ont... s'il n'y en a pas, je vais me lancer. Vous aviez soulevé un des éléments importants, c'est l'engagement des équipes de soins dans ce processus. C'est un élément incontournable du succès, je pense. Je me disais, quelle est votre stratégie ou comment vous réussissez à convaincre les médecins de lâcher prise sur le sentiment de propriété des patients? Tu sais, on sait que les médecins ont tendance à avoir leurs patients, c'est comme un sentiment de propriété, alors que le modèle que vous proposez doit faire en sorte que le patient appartient plutôt à une trajectoire dans laquelle plusieurs intervenants peuvent intervenir. Donc, comment vous réussissez à les convaincre de lâcher prise? Bon, je peux peut-être prendre cette question-là. Alors, c'est sûr que du côté du gestionnaire de cas qui va avoir des patients un petit peu plus là, du côté hospitalier, pour dire quelque chose, c'est peut-être un peu moins là. Cette question-là se pose peut-être un peu moins dans le sens où s'il y a différents médecins qui sont interpellés ou différents spécialistes ou tout ça, en général, le défi, c'est plus de réussir à leur parler puis à les impliquer dans le plan de service là, que nécessairement un défi d'appropriation ou de propriété. Du côté des GMF ou du côté de la première ligne, ben là, c'est sûr que l'intervenant pivot fait partie de l'équipe du médecin traitant.
Et c'est des patients qui sont nécessairement inscrits au nom d'un médecin de famille. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que dans une quand même assez majorité des cas, les médecins sont très ouverts. C'est une courbe normale. Là, il y a les low adopters pour ne pas le dire en anglais, ceux qui adoptent rapidement, qui trouvent que c'est une excellente idée, qui sont rapidement des champions, qui veulent répandre la bonne nouvelle. Il y a une moyenne qui se disent « Oh, attends une minute, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça va vouloir dire dans ma clinique? » Tout ça. Alors, c'est clair que de bien expliquer toute la partie plan de communication, bien répondre aux questions, bien... Faut pas vouloir aller trop vite ou faut pas vouloir sauter pour éviter de créer des résistances. Il faut comprendre leurs enjeux, comprendre leur... s'il y a un peu de résistance des fois, faut bien avoir compris ça. Puis il y a un petit pourcentage, mais qui est quand même là, effectivement, de médecins qui se disent, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ou même qui peuvent se dire, est-ce que c'est une utilisation judicieuse de nos ressources en GMF, etc., qui est une question quand même tout à fait légitime et qui se pose. Alors, mais il peut avoir un petit pourcentage. Là. Alors, c'est sûr que quand on disait tantôt que la partie intervenant pivot, ce qu'on a vu dans nos projets, puis ce qu'on a vu dans les projets pilotes, c'est que toute la partie gestion de cas établissement, habituellement, les établissements, les gestionnaires trouvent que ça fait du sens, sont quand même assez prêts à aller là. Il y a des défis, mais OK, on va essayer de trouver des solutions. En GMF, des fois, c'est un peu plus variable. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut prendre un peu plus le temps. Le temps de rencontrer, ça va faire partie du plan de com, d'aller rencontrer les différents groupes, là, les directions régionales de médecine générale, la FMOQ, les groupes de médecins, pour s'assurer que c'est bien compris, pour qu'ils posent les questions, pour voir si on veut que ça se passe bien, c'est quoi les conditions, c'est quoi les... et puis, si on le fait, si on prend le temps de bien le faire, je pense que la question, c'est plus, il faut prendre le temps de bien le faire, puis il faut que les champions ou ceux qui sont particulièrement prêts à changer ou prêts à faire des choses puissent aussi puissent servir là, pour expliquer aux collègues puis pour répandre la bonne nouvelle, on le pourrait dire comme ça. Alors, prendre notre temps, bien comprendre les enjeux, bien comprendre les résistances, parce que c'est sûr que si on veut aller trop vite, puis si on ne prend pas le temps de désamorcer les résistances, ça peut être un peu difficile, surtout pour une pérennisation, parce que c'est ce qu'on souhaite, bien sûr. Puis on le sait là, que si on crée trop de résistance, ça met en jeu la pérennité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des commentaires, interrogations, questions ou sinon, je vais me lancer encore une fois sur la notion de pérennisation. Je trouve ça intéressant parce que ça faisait partie, c'est la dernière étape de votre modèle d'implantation. Et on sait très bien que beaucoup de projets similaires à Visage ont été implantés dans le réseau, mais n'ont pas survécu. Pour plein de raisons, on en connaît plusieurs raisons, mais quelle est votre stratégie ou qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour augmenter les chances de pérennisation de votre approche, sachant que, bon, c'est une réalité? Oui, c'est une effectivement très bonne question. Je pense que d'emblée, on pourrait dire que c'est une des raisons pour lesquelles on a approché votre équipe puis les HEC pour être bien conseillés parce qu'on considère que la gestion du changement, c'est un des enjeux majeurs dans ce type de mise à l'échelle ou de déploiement. Alors ça, c'est une des choses. On prend le temps de bien... on travaille, bien sûr, ça se fait avec le ministère. On s'est rendu compte à un moment donné que de faire des projets pilotes, c'est bien, c'est important, on apprend des choses, mais qu'à un moment donné, on atteignait une certaine limite aussi parce que là, ça rentre en compétition avec d'autres choses et tout ça. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que le ministère dise « OK, c'est un projet qui est important, qui va être priorisé, qui va être appuyé, on va donner... » Alors, ce travail-là de planification, préparation, mise à l'échelle avec le ministère, c'est très important.
Il y a une étape aussi, évidemment, dans la préparation, planification, avec ce qu'on appelle la communauté de pratique organisationnelle, c'est-à-dire d'interpeller les gestionnaires des établissements qui vont être concernés pour les consulter, pour les informer, pour s'assurer qu'on a le moins de choses possible dans notre angle mort. Ça fait que ce que je nomme, c'est plusieurs éléments de préparation, bien sûr. C'est un peu incontournable là, pour une certaine pérennité. Puis il y a toute la partie de suivi d'indicateurs qui est importante aussi parce qu'on ne peut pas présumer que parce qu'on dit OK, c'est beau, let's go, on fait ça, puis c'est nécessairement ça qui va être fait. Ça prend des façons pour tout le monde de se dire, de savoir comment ça se passe. Pas tant pour taper sur les doigts si ça ne se passe pas, mais plus pour dire, ben, s'il y a des difficultés ou s'il y a des enjeux, de les identifier rapidement, d'essayer de les comprendre, puis de pouvoir essayer de trouver des solutions. Alors ça, c'est sûr. Puis toute la partie aussi plus de probablement mise à l'échelle en vague pour prendre le temps de bien le faire, apprendre d'un certain nombre d'établissements, puis de continuer à bonifier tant le guide d'implantation, puis la façon de faire en général. Alors, je dirais que c'est un certain nombre, je ne sais pas, Maud, si tu voulais ajouter d'autres choses par rapport à ça, par rapport à la pérennité, là, mais puis là, je ne suis pas exhaustive. Je crois que la communauté de pratique aussi là, va être mise à contribution pour on puisse être réactif, là, comme tu le disais, Catherine, pour apporter des ajustements, mais aussi pour démontrer là, les résultats qu'on a eus avec l'approche aux équipes et tout l'intérêt. En fait, c'est ça. Il faut rester à l'écoute des enjeux puis essayer d'accompagner fait qu'il va y avoir quand même un accompagnement aussi là, qui va être très important dans tout ça. Merci. Est-ce que, Mme Jobin, vous aviez une autre question? Je vois votre main levée. Non. Vous êtes sur mute, on ne vous entend pas. Désolée, ça fait 3 ans qu'on a l'habitude, puis ça arrive encore. En fait, j'ai plein de questions. Je vais juste prioriser parce que le temps presse. J'ai une curiosité, puis ça va un petit peu dans le même sens que la pérennisation. J'imagine que pour l'instant, comme ça s'est fait dans des projets pilotes, c'était des assignations temporaires pour les gestionnaires de cas. Est-ce qu'il y a des établissements qui ont choisi eux-mêmes de je vais dire, pérenniser ou financer la poursuite de ça au-delà je vais dire, des projets pilotes? Maud, tu veux-tu répondre pour cette question-là? On a justement des représentants là, du CIUS du nord de l'île. Là. Je vois David qui est à l'écran, mais vas-y, Maud. Effectivement, au fil des projets qu'on a faits, c'est variable, mais il y a des établissements qui ont des gestionnaires de cas qui sont restés en place. C'est sûr que c'est jamais le nombre qui est idéal. Là. Donc, on pense qu'avec la mise à l'échelle, on va pouvoir bonifier le nombre de gestionnaires de cas et d'intervenants pivots là, dans tout le réseau. Mais oui, pour ne pas le nommer, mais on va le nommer là, au sud du nord de l'île, il y a quelqu'un qui est là depuis le début du projet pilote, une infirmière qui fait le rôle de gestionnaire de cas, puis le CIUS a décidé de poursuivre là, avec elle, malgré qu'étant seule, avec tous les défis et un nombre de grands utilisateurs là, qui est proche de 1500 personnes, c'est pas suffisant, mais il croit suffisamment à l'approche pour poursuivre avec nous. Merci beaucoup. Je me lancerai sur une dernière question. Catherine, tu as soulevé le problème, je pense, un problème criant, c'est-à-dire il y a plusieurs de ces grands utilisateurs qui ont délaissé le réseau, qui n'y croient plus et qui sont, dans bien des cas, difficiles aussi à rejoindre. C'est des gens qui sont, comme tu as dit, dans l'itinérance, tout ça. Et je pense que c'est un contingent important de ces utilisateurs. Est-ce qu'il y a dans votre projet une phase 2 qui a pour but d'essayer de voir comment on peut réussir à circonscrire cette clientèle qui fait partie de la clientèle que vous cherchez à adresser dans votre projet? En fait, il y a différentes initiatives déjà dans le réseau, puis le ministère travaille, d'autres directions du ministère travaillent déjà là, à des programmes pour cette clientèle-là.
dépendance itinérance. Alors, le travail que nous, on fait avec eux jusqu'à date, puis qu'on va continuer à faire, c'est de s'assurer de bien s'arrimer pour être le plus synergique possible. En fait, éviter le dédoublement. Il ne faudrait pas qu'il y ait une équipe de dépendance qui travaille d'un bord, puis un gestionnaire de cas qui travaille à l'autre bord. Puis de toute façon, le gestionnaire de cas va être formé minimalement pour être capable d'interagir avec cette clientèle-là, mais n'est pas nécessairement un expert là, de l'itinérance dépendance. Fait que je dirais que ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est beaucoup de s'assurer de bien s'arrimer puis d'être le plus synergique possible. Puis il y a de la place pour ça quand même parce que ce qui est prévu, on a eu déjà quelques rencontres là, avec les équipes de dépendance, itinérance dépendance. Puis ce qui est prévu, eux, l'ajout d'un gestionnaire de cas vient très bien compléter ce qui est déjà prévu. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Après ça, ben, est-ce qu'il y aura encore d'autres projets ou d'autres choses à faire pour rejoindre? Parce qu'à partir du moment où c'est des grands utilisateurs, ils vont être identifiés, mais il y a des clientèles très, très, très vulnérables qui ne se rendent pas du tout, qui ne sont pas des grands utilisateurs. Puis c'est sûr que oui, il faut identifier ces clientèles-là. Est-ce que c'est l'approche visage qui est la mieux pour des clientèles là, qui restent soit dans la rue ou qui restent très, très loin du système? Est-ce que c'est l'approche visage qui est la mieux développée pour ces clientèles-là? Probablement pas. Alors, il y a déjà encore là d'autres équipes au Québec et tout ça qui travaillent sur des projets pour ces clientèles-là. Ce qu'on sait, parce que on a quand même de l'intérêt pour les clientèles qui ont des besoins complexes, là, dont celles qui consultent peu, c'est que c'est important de leur offrir des services le plus proche possible, le plus proximaux possible. Alors, c'est sûr que, puis ça vient encore, on se doute il y a encore des défis aussi d'interface ou d'arrimage entre le réseau de la santé puis tout le réseau communautaire, qui est souvent sous-financé, qui est dans un paradigme très différent. C'est pas simple, ce travail-là. On espère que l'approche visage, on veut tendre la main, on veut essayer d'améliorer certaines interfaces. On n'a pas la prétention que tout va être fini. Alors oui, il va y avoir encore de la place pour d'autres projets, que ce soit par nous ou par d'autres équipes. Là. Merci. Donc, on voit très bien que cette approche pourrait facilement servir de relais à la suite où on a réussi à stabiliser la situation des gens en itinérance. Ça pourrait être un relais qui permettrait de prendre soin éventuellement de ces gens-là, dans la mesure où le communautaire est impliqué également dans votre projet. Donc, vous pourriez être vraiment une phase relais lorsqu'on a bien réussi à stabiliser la situation de ces personnes. Donc, il y a comme une logique d'intégration qui pourrait s'installer assez rapidement dans le processus. Oui, tout à fait. Ben, quand on réfléchit à l'intégration, il faut le réfléchir pas juste à l'intégration à l'intérieur du système, mais à l'intégration plus large, effectivement, avec le communautaire, en gardant en tête que tout ce qui peut être fait le plus proximement possible de la personne, souvent, c'est une très bonne chose. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut que s'il y a un gestionnaire de cas qui s'occupe ou qui suit un patient pendant un certain temps, qu'il faut le garder à l'intérieur du réseau. Là. Dès que c'est possible qu'il puisse se rapprocher un peu plus de sa communauté, de son milieu de vie, c'est ce qui serait souhaitable. C'est la vision, effectivement. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres mains levées. Écoutez, merci beaucoup encore une fois pour cette magnifique présentation. Catherine et Maud-Christine, ça a été vraiment enrichissant et je pense qu'il y a un avenir prometteur à cette approche et espérons que l'ensemble des établissements pourront adhérer éventuellement et qu'on pourra changer le visage de ce réseau. Bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci pour les questions puis pour l'invitation. C'était bien agréable d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup et au plaisir. Merci à tous. Bonjour.